Je suis Fabrice Caïd, je suis le fondateur et le directeur de l'atelier d'éco solidaire. Sur un article de France Info, je crois, qui parlait de l'ouverture d'une ressourcerie et d'une recyclerie en France. J'ai eu une petite lumière qui s'est allumée dans la tête. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que ça ressemblait beaucoup à beaucoup de compétences qu'on avait déjà identifiées, toutes les matières et les objets qui vont bien pour prolonger leur vie, les transformer de manière créative et de se dire que si il y avait des endroits où on peut comme ça massifier des gisements, voilà, où on pourrait avoir accès à toute cette matière, on pourrait la réparer, la transformer, etc., quoi. Et donc on a commencé à creuser. Du coup, on a interrogé le territoire sur ce sujet qui était la ressourcerie. Qu'est-ce qu'il en est ici sur le département, sur la ville, etc. Et donc on est allé contacter des élus, la mairie de Bordeaux, ayant identifié que c'était inscrit dans la loi, c'est-à-dire que dans le schéma en fait des déchets, la priorité, c'est ce qu'on appelle la prévention. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et nous, ce qu'on fait en prolongeant l'usage des objets fait partie de la prévention. Le directeur des services déchets de la métropole nous a dit ce qu'on cherche, c'est à créer les infrastructures et que les associations fassent le travail. En fait, on a eu direct le feu vert de l'installation de la recyclerie. Pendant 2 ans, on a fait beaucoup de pédagogie parce que ce qu'on avait identifié dans l'importance du métier d'une ressourcerie et recyclerie, c'était de transmettre des valeurs, créer des imaginaires différents de l'achat du neuf, de la surconsommation. Et donc créer ces imaginaires, ça veut dire aussi savoir communiquer. Notre sujet, il est aussi éminemment politique. Et que sans politique publique, on n'existe pas. Et que pour ces politiques publiques existent, il faut qu'on génère la confiance avec le politique. Et puis après aussi qu'on démontre son efficacité et aussi son professionnalisme. Voilà. Ce qui n'est pas gagné quand on décide de faire une association, parce que de base, les associations, on est considéré en effet faire bien les choses au niveau social, d'accompagner les gens, avoir certains, c'est pas trop ce qu'on fait, mais en tout cas économiquement, on n'a pas du tout de crédibilité comme ça de base. On se dit qu'on veut pas réinventer la consommation parce que ce serait bien prétentieux, mais en tout cas proposer une alternative crédible à toutes les échelles, d'ailleurs, que ce soit à très bas coût quand on est sur de l'objet, voilà, qui va servir à des gens qui n'ont même pas les moyens d'accéder à des équipements de base, alors qu'on en détruit des tonnes et des tonnes. Et là, on a un quartier prioritaire juste à côté, qui n'ont pas accès, voilà, à s'acheter des vêtements, à s'acheter des meubles, à s'acheter de la vaisselle, des livres, du culturel, des DVD. Bon, ça interroge, mais aussi tous ceux qui aussi pratiquent l'empreinte négative à travers la consommation, qui sont des gens qui ont plus de moyens, donc qui ont plus de pouvoir d'achat, et pouvoir aussi satisfaire une certaine envie de s'engager à prolonger la vie des usages sous une autre forme qui est la créativité, qui est l'objet transformé, agrégé des métiers d'artisanat d'art, qui sont l'ébénisterie, la tapisserie, la peinture en décor, le design, l'aménagement d'intérieur aussi, voilà. Et donc on implique les gens de toutes les échelles sociales en fait, et de tous les âges aussi. Donc c'est aussi toute la diversité de notre activité. On a observé d'abord le fait que les volumes, je dirais, qui sont jetés sont quand même considérables et complètement délirants. On a vu aussi que notre activité, c'était aussi une source de bonheur, réel. Faire de ses mains ce qu'on appelle le bonheur eudémonique, c'est-à-dire l'économiste Moatti qui avait défini ce concept, c'est-à-dire quand on fait de ses mains, quand on passe du temps à cet apprentissage, quand on a une certaine difficulté à atteindre une satisfaction, forcément, elle est beaucoup plus forte que celle de la consommation qui est immédiate et éphémère. Qu'est-ce que c'est cette valeur du réemploi? En fait, c'est simple. Quand on vend un objet, on vend un buffet, on va générer 3 valeurs. En fait, on va générer une valeur économique, puisqu'on va le vendre, on va récupérer de l'argent. Le prix qu'on va le vendre, en général, ne couvre jamais les frais globaux de ce que ça coûte d'avoir un bâtiment, de l'exposer, de salarier des gens. On va payer une valeur environnementale. C'est une compensation, quelque part, une compensation carbone de quelque chose de neuf qui ne va pas être produit. Et là, il n'y a pas de valeur générée, en fait. Il n'y a pas de ressources financières de cette valeur environnementale. Et puis après, il y a une valeur sociale. C'est l'emploi, les bénévoles qui viennent se stabiliser dans l'association. Puis c'est aussi
l'accès à des matières à bas coût, comme je disais, notamment des gens qui n'ont pas les moyens et qui c'est leur seule ressource d'équipement de base, quoi, etc. Voilà. Et donc cette valeur sociale, mais dans des structures ce qu'on appelle d'emploi pérenne comme nous, sur la valeur sur l'emploi, depuis qu'il n'y a plus les contrats aidés, en fait, il n'y a pas non plus d'accompagnement. Donc on voit la difficulté réelle du modèle économique, en fait. Il est de fait pas du tout pérenne. À 1 euro d'argent public, je génère 3,40 € de valeur, en fait, de valeur sociale, de valeur environnementale et de valeur de compensation, puisque dans une certaine mesure, les déchets que je récupère, que traite pas la collectivité, c'est quand même l'économie. Quand j'ai quelqu'un qui est au chômage et que j'embauche, c'est quand même une économie pour l'État de plus payer un chômeur, etc. On a des gains, enfin je dirais des gains en valeur qui sont absolument énormes en fait. Et moi je compte aussi là-dedans la communication, parce que si on veut que les gens changent, il faut bien communiquer auprès d'eux. Donc les réseaux sociaux, la presse, les gens avec qui on parle sur la plateforme, etc. Nous quand on passe sur TF1, on est passé aux 20h de TF1 avec Gilles Boulot, il y avait 8 millions de personnes devant le journal ce jour-là. Nous on en recueille une infime partie. Par contre, tous ceux qui ont été interpellés par le reportage, qui se disent ah oui mais ça existe chez moi, mais je pourrais faire autrement, etc. C'est quelque part participer à l'intérêt général. Là par exemple on recevait tout à l'heure un nouveau concept d'hôtel, et à chaque fois quand on fait de l'aménagement d'espace, notamment pour des professionnels, il faut qu'on arrive à convaincre par la conviction. Alors c'est de plus en plus facile parce que les gens sont de plus en plus concernés, mais on ne pourra pas comme sur un catalogue faire exactement ce qu'ils veulent. Il va falloir qu'on trouve un chemin entre ce qu'ils veulent, que ça ressemble à ce qu'ils veulent, et qu'à la fois en soi aussi ils enregistrent la contrainte qu'est notre métier d'utiliser de la matière de seconde main à 90%. Donc c'est un chemin.